Dans cette vidéo, je vais vous proposer d'aborder un point particulier, celui de la visualisation. En fait, lorsqu'on fait un discours, lorsque l'on parle de manière générale, va se passer dans la tête du public une succession d'images qui va prendre forme, qui va se transformer et qui va suivre votre histoire selon ce qui se passe dans la moulinette de l'autre. Donc, à chaque fois que vous allez raconter quelque chose, que vous allez nous le faire comprendre, sentir, moi, je vais l'interpréter selon mes propres sens. Le sens de la vue étant celui qui nous sert le plus dans notre monde quotidien et actuel. Si vous connaissez un petit peu la programmation neurolinguistique, PNL, c'est un de ces sujets où l'on évoque justement le fait que des personnes sont plus visuelles, auditives ou kinesthésiques, donc tout ce qui est rapport au toucher. En fait, moi je vais vous simplifier un petit peu tout ça et vous dire, raccrochez-vous surtout au visuel, aux images qui se créent dans la tête des autres. Alors ces images, qu'est-ce que c'est? Comment influer? Comment les faire varier? Imaginez que je vous raconte un conte tout simple, le classique, la princesse et le chevalier, d'accord? On est dans un château donc, un grand château, vraiment très grand, et tout au fond, il y a une tour branlante qui à chaque coup de vent semble s'effondrer. Elle est pleine de grisailles, avec des fenêtres extrêmement étroites, un toit qui semble fuir, et tout en haut, on voit à travers une des toutes petites fenêtres, une princesse qui regarde à l'horizon. On voit son visage et ses bras posés contre le rebord de la fenêtre. Et puis, elle regarde, en fait, à l'horizon, il y a deux montagnes et un petit chemin qui passe. Et elle se dit que si son prince charmant va venir la sauver, il passera forcément par là. D'ailleurs, elle ne verra pas le chevalier tout de suite, elle verra d'abord le jeu de lumière sur son armure, qu'elle verra au loin, et ça lui fera comme un signe lumineux. Et là, ensuite, elle verra la tête du cheval et le chevalier. Je vais m'arrêter là. Et je voulais juste que vous preniez conscience de tout ce qui s'est créé dans votre tête. Est-ce que vous avez vu le château? Il était comment? Est-ce que vous avez vu la tour? Est-ce qu'elle était en type dessin animé, ou est-ce qu'elle était dessinée de manière réaliste? Est-ce qu'elle était d'abord réaliste puis en dessin animé? Comment vous avez vu les fenêtres? J'ai dit fenêtres, j'aurais pu dire meurtrière. Selon le mot que je vais prendre, on va les élargir ou encore un peu les affiner. Comment vous avez vu la princesse? Est-ce que c'était une princesse classique? Est-ce qu'elle était blonde aux yeux bleus, comme on le voit souvent dans les Disney? Est-ce qu'elle avait une robe? Est-ce que vous la voyez de face, d'en bas, et on regardait comme ça la tour? Est-ce qu'on a regardé d'abord la tour et ensuite on la voyait en face? Est-ce qu'on la voyait de derrière? Etc. etc. Le jeu de lumière dont j'ai parlé, est-ce que ça vous a ébloui les yeux? En tout cas, vous avez eu cette sensation-là. Comment vous avez vu les montagnes? Est-ce qu'il y avait un ciel derrière des montagnes? Et vous voyez, là je peux continuer et on pourrait s'amuser à en débattre. Vous avez tous une vision qui est à la fois différente et à la fois similaire à cause de nos références communes. Si j'avais dit que cette princesse avait déroulé ses cheveux le long de la tour, ça devenait Princesse Réponse, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent l'adaptation du Disney récemment, vous auriez pu mettre son visage. Si je dis que finalement cette princesse était hideuse, elle ressemblait à une ogresse, peut-être qu'on aurait pu voir Fiona dans Shrek. Bref, à chaque fois que je vais... Fiona en version ogre. À chaque fois que je vais préciser ce que je suis en train de dire, je vais potentiellement partager avec vous une référence commune, ou pas. Peut-être que les références que je viens d'évoquer, vous ne les avez pas, et dans ce cas, ça n'évoque rien pour vous. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il faut parfois mieux dire quelque chose qui est pas tout à fait juste, mais partagé par vous et moi, plutôt que quelque chose d'absolument juste, mais qui n'est pas partagé et que vous ne comprenez pas. C'est le cas avec le franglais, les jargons. Parfois, le mot juste, c'est le jargon, mais en fait, vous ne le comprenez pas, donc ça ne sert à rien. Je ne suis plus en état de communication à partir du moment où je dis un mot. Si j'avais dit programmation neurolinguistique sans préciser ce que c'était, ou sans savoir si vous savez ce que c'est ou pas, vous entendez ce mot incompréhensible et puis ça passe. Si maintenant j'explique ce que c'est, une méthode qui se base sur la compréhension du monde à travers nos sens, entre autres choses, bon bah là on commence à avoir un niveau de référence commune, on établit ce que ça veut dire selon ma propre définition en tout cas. D'accord? Donc il faut vraiment se poser la question de est-ce que l'autre comprend ce que je dis?
S'il ne comprend pas, ce n'est jamais la faute de l'autre, c'est toujours la faute du prof. Malheureusement, dans le pitch, ça marche vraiment comme ça. Si la personne ne peut pas comprendre votre jargon, ce n'est pas à lui à s'adapter. C'est à vous adapter et donc à ne pas jargonner, par exemple. Si ce que vous dites amène des références que je ne partage pas, vous devriez vous rendre compte que je ne les partage pas et donc trouver une autre manière de le dire. Bref, c'est à vous à faire ce travail énorme de visualisation. En fait, tout ce que vous racontez, qu'est-ce que ça crée comme image dans la tête de l'autre? Pour ça, un petit exercice pas mal. Celui que je vous avais évoqué pendant le storytelling, eh bien on peut le reprendre ici. Vous allez raconter votre pitch ou votre anecdote ou une partie du pitch à quelqu'un en, je sais pas, 2-3 minutes et vous allez lui demander de vous le re-raconter en la moitié du temps. Ce qui va lui rester, c'est ce qu'il aura vu, c'est ce qu'il aura visualisé, c'est les jalons qu'il aura posés, c'est le fil rouge qu'il aura compris. Donc lorsqu'il va vous le dire en la moitié du temps, et bien voilà ce que la personne aura visualisé. Donc s'il manque quelque chose, encore une fois, ce n'est pas elle qui l'a oublié, c'est vous qui n'avez pas mis assez le focus là-dessus ou qui n'avez pas pris en compte le fait que cet élément, pour votre public, n'était pas pertinent ou intéressant. Voilà pourquoi il ne l'a pas retenu. Je continue là-dessus, parce que ça c'était pour l'entraînement, pour réussir à trouver. Maintenant, il faut aussi faire varier à la fois votre vocabulaire et votre corps pour qu'on comprenne vraiment ce que vous êtes en train de dire. Votre vocabulaire, c'est dire qu'au lieu donc voilà, que la princesse soit à sa fenêtre, la princesse est à la meurtrière. Et donc là, forcément, la fenêtre devient hyper étroite, elle devient froide, c'est juste un trou dans le mur finalement. Ce mot, il va avoir de l'influence. Si je dis que la princesse elle en a marre d'attendre et qu'elle attrape son schloukmouf, elle descend les escaliers 4 à 4 et elle part à l'aventure d'elle-même. Schloukmouf ne veut rien dire. Donc à nouveau, c'était fait exprès. Normalement, ça n'a pas mis d'image dans votre tête. Soit ça a mis une image autre que ce que c'est, on a imaginé quelque chose, soit ça a mis un noir ou un blanc et vous sautez une case, soit ça a mis un mot écrit, parce qu'on peut voir nous aussi l'écrit, qui est une des manières de communiquer. C'est le cas avec les chiffres. Si je dis 517, la manière de voir 517, c'est 5, 1, 7, écrit littéralement ici, normalement. Donc, comment on fait avec notre histoire de schloukmouf, qui est l'équivalent du jargon? Eh bien, on va rendre ce mot précis. On va dire, la princesse attrape son schloukmouf, s'en drape les épaules et descend les escaliers 4 à 4. Ça devient une cape. Elle attrape son schloukmouf, lui met sa laisse et descend les escaliers de 4 à 4. Ça devient un petit animal. Elle attrape son schloukmouf le plus aiguisé, descend les escaliers 4 à 4. Ça devient une épée. Vous voyez, par le contexte et la précision que j'apporte, je permets à votre cerveau de comprendre ou de ce que pourrait vouloir dire ce mot qui n'existe pourtant pas, simplement parce que je l'ai rendu précis. Donc ça, c'est ce travail de vulgarisation ou de simplification au niveau du vocabulaire. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait le vocabulaire et le corporel. En effet, je peux vous dire qu'il y a, par exemple, un petit budget pour ce projet, ou vous dire qu'il y a un petit budget pour ce projet. Et vous voyez que c'est plus du tout le même budget. On aura une équipe réduite pour ce projet, on aura une équipe réduite pour ce projet. C'est plus du tout la même équipe. L'un c'est 5, l'autre c'est 15. D'accord ? Et voilà comment avec mon corps et avec mon ton, parce que quand je dis le corporel, il y a la gestuelle, il y a la voix aussi, il y a la manière dont je dis petit, 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 qui veut plus du tout dire petit à la fin. À la fin, ça veut dire carrément grand, mais on va dire que c'est petit. Voilà tout ce que vous pouvez faire varier. Les mots et la manière dont on voit les mots à travers votre corps, votre voix, votre gestuelle. Et rien que ça, ça va être énorme pour nous faire voir tout un monde en couleur et sensoriel, et un monde qui va correspondre surtout à votre réalité. Si vous vendez des canapés, il faut que vous me disiez quel type de canapé c'est, parce que tant que vous dites juste « je vends des canapés », moi je vois quoi dans ma tête? Je vois le canapé qu'il y a chez moi, ou qu'il y a chez mes parents, ou qu'il y a chez un proche, ou que j'ai vu récemment, ou que je voudrais moi-même m'acheter. Bref, ma propre référence commune. Si vous me dites que c'est un canapé une place, je me dis
Ah, donc en fait c'est un fauteuil. Vous voyez, c'est une question de vocabulaire aussi. Moi j'appelle ça le fauteuil, on peut appeler ça le sofa, le clic-clac, le divan, le canapé, il y a plein de mots pour désigner ce genre de choses. Il y a en fonction de vos références communes, vous dites canapé, une place, moi j'appelle ça un fauteuil. Je fais ah d'accord, donc je vois plus la même chose, maintenant je vois un fauteuil. Par contre, si vous me dites je vends un canapé, une place en cuir noir, ça y est, peu importe que j'appelle ça canapé ou pas, je vois ce que vous vendez. Je finirai donc par cette phrase. Tout ce qui est abstrait se concrétise, tout ce qui est concret se précise. Les mots abstraits, croissance, finir, début, lancement, équipe, je les transforme en mots concrets. Lancement de notre premier produit, l'équipe de développement, je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme exemple, j'utilise un pro en même temps. En tout cas, chaque mot abstrait, croissance, la croissance du chiffre d'affaires entre 2018 et 2020. Oui. Chaque mot concret, je le transforme en un mot, à chaque mot abstrait, je le transforme en un mot concret. Et chaque mot concret, comme le canapé, qui est un mot concret, je le précise. Un canapé, une place en cuir noir. Une équipe de développeurs qui sera accompagnée d'une équipe marketing dont la dernière employée nous a rejoint il y a 3 mois. Voilà la précision que j'attends. Et une fois que vous aurez ce niveau de précision, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus jamais de quiproquo dans votre pitch et que le discours que transmettra votre public sera bien le discours égal à celui que vous avez produit. Au travail.